Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Ils ont moins de 25 ans, viennent de Paris et sa banlieue et baignent dans l'idéologie néo-nazie. Depuis plusieurs années, ces jeunes hommes, qui se font appeler les zouaves, sèment la terreur dans la rue. Ils s'en prennent notamment à des militants d'extrême gauche dans des manifestations et des meetings. Au début du mois de janvier, ce groupuscule d'ultra-droite a été dissous en Conseil des ministres et la figure de proue des zouaves Paris, Marc de Caqueret-Valmeunier, 23 ans, est désormais en prison. Aujourd'hui dans Code Source, 3 journalistes du Parisien qui ont enquêté sur ce mouvement, Florian Loisy et Gwenaëlle Bourdon de la cellule Enquête Île-de-France et Jean-Michel Descugis du service police-justice. Florian Loisy, le dimanche 5 décembre, Éric Zemmour réunit plus de 10 000 personnes pour son premier grand meeting en tant que candidat à la présidentielle. Ça se passe dans le hall des expositions de Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Décrivez-nous ce qu'il se passe quelques minutes après le début de son discours au fond de la salle. Éric Zemmour est en train de parler au micro. Au fond de la salle, plusieurs militants d'ultra-gauche et d'SOS Racisme se lèvent. Ils exhibent justement certains t-shirts non au racisme et veulent perturber ce meeting. Sauf que des militants d'ultra-droite avaient prévu ce type d'intrusion et viennent directement casser ces militants d'extrême gauche ou d'ultra-gauche. Il y a des empoignades, des coups. On assiste vraiment à une bagarre générale dans cette salle qui était normalement dévolue au meeting d'Éric Zemmour. Ce n'est pas le seul incident qui a lieu lors de ce meeting. Au total, 62 personnes sont interpellées par les forces de l'ordre. Gwenaëlle Bourdon, parmi ceux qui s'en sont pris à ces militants d'ultra-gauche antiracistes, au moins 2 personnes sont identifiées comme des membres d'un groupuscule classé à l'ultra-droite, les Zouaves Paris. Alors les Zouaves, c'est un groupe qu'on voit apparaître au tournant des années 2017-2018. C'est un groupe de jeunes hommes, nés en général à la fin des années 90, qui peuvent être issus de milieux aisés ou de milieux plus populaires. C'est un groupe informel, il n'y a pas de statut déposé, il n'y a pas de carte de membre, et qui est relié à divers groupes de hooligans, que ce soit en France ou en Europe. On va retracer ensemble l'histoire de ce mouvement. Jean-Michel Descugis, vous avez coécrit La Poudrière, un livre paru l'an dernier avec la scénariste Pauline Guénat et le journaliste Marc Leplongeon au sujet de l'ultra-droite. Nous y avons d'ailleurs consacré un épisode de Code Source au moment de sa sortie. D'abord, rappelez-nous, qu'est-ce que c'est que l'ultra-droite ? Alors l'ultra-droite, c'est un terme qui vient des services de renseignement, qui est utilisé pour désigner ces mouvements qui sont en dehors de l'extrême droite classique. En fait, ce sont des groupuscules qui prônent le renversement de la République. On y retrouve toutes sortes d'idéologies un peu différentes. Ça peut être les néofascistes, ça peut être les survivalistes, les néopopulistes, les néo-nazis. Enfin bon, voilà. C'est un espèce de terme fourre-tout où il y a à la fois des groupes violents et non violents et des idéologies différentes. Le mouvement des Zouaves Paris commence à émerger vers 2017. De quelle manière ? Alors, ils sont apparus en 2016-2017 avec l'autodissolution du groupe Union Défense, le GUD. C'est un mouvement étudiant qui s'est créé à Assas dans les années 70. Il faut savoir que le GUD a beaucoup, de façon informelle, alimenté les services d'ordre du FN au temps de Jean-Marie Le Pen. Les Zouaves, leur credo, c'est reprendre la rue. Et donc, ils se battent, ils font des rixes, plus particulièrement aux musulmans, mais aussi, leur cible privilégiée, c'est les antifas. Leur raison d'être, c'est de se battre contre les antifas. Oui, les antifas pour antifascistes, ce sont ces groupes de militants radicaux d'ultra-gauche qui se battent contre l'extrême droite avec des actions violentes. Que pensent les Zouaves ? Est-ce qu'ils ont une idéologie ?
C'est une filiation classique de l'extrême droite. Là, on est vraiment un peu dans cette idéologie du skinhead, du néo-nazi, du néo-fasciste. Leur vision du monde, c'est la religion et la race, avec cette idée que la race blanche est supérieure aux autres. Ils sont très anti-musulmans, mais aussi antisémites. On est dans une filiation classique de l'extrême droite en France. Florian Loisy, on sait comment les zouaves communiquent ? Ils se parlent sur WhatsApp, sinon effectivement ils ont un outil de propagande entre guillemets, c'est l'application Telegram qui fonctionne de la même manière que WhatsApp ou qu'une messagerie SMS classique, sauf que des personnes qui ne sont pas membres de leur groupe peuvent intégrer leur groupe s'il a un statut public, ce qui est le cas notamment pour West Casual, où ils postent régulièrement des photos. On retrouve d'ailleurs notamment une photo d'eux posant avant l'entrée du meeting de Villepinte d'Éric Zemmour. C'est là-dessus à la fois qu'ils peuvent se parler dans leur groupe privé, mais à la fois faire la propagande de leurs actions violentes. Et qu'est-ce qu'ils postent le plus souvent ? Alors on les voit avec des drapeaux du GUD justement à l'époque, qu'ils ont repris à leur compte en tant que Zouave Paris. Ils ont des saluts nazis, ils ont des t-shirts où il y a le 8-8 représentant la 8e lettre de l'alphabet, HH, Heil Hitler. Il y a également des croix gammées, soit sur leurs tatouages qu'ils exhibent et qu'ils envoient en photo, soit sur effectivement leur t-shirt encore une fois. On sent que derrière ces actions violentes, il y a une idéologie néo-nazie. Le 4 juin 2020, un peu après 21h, ils s'en prennent violemment aux clients d'un bar dans le 20e arrondissement de Paris, fréquenté par l'ultra-gauche, des libertaires et des antifascistes. Oui, c'est le Saint-Sauveur. C'est un endroit où les militants d'ultra-gauche se réunissent régulièrement. Ce soir-là, un groupe d'un peu plus de 5-6 hommes arrive devant le bar avec effectivement des bâtons, des battes et vient pour tout casser en quelques secondes. C'est une espèce de razzia de violence face à des gens qui n'étaient pas préparés du tout à ça, qui étaient attablés et qui, pour se défendre, ont simplement pu jeter leur verre de bière sur leurs assaillants. On est vraiment sur une ratonnade en sortie de bar délibérée. Le 12 novembre 2021, 5 membres des Zouaves comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris pour violence en réunion et dégradation. Parmi eux, Florian Loisy, il y a un jeune homme de 23 ans que les spécialistes et la justice considèrent comme le leader de ce groupe. Il s'appelle Marc de Caqueret-Valmeunier. Qu'est-ce qui lui est reproché exactement dans cette affaire ? Alors la justice estime que c'est lui le meneur de ce groupe et que c'est lui qui a coordonné cette attaque du Saint-Sauveur. Notamment en s'appuyant sur quelques éléments, on trouve un petit marteau brise-vitre sur lequel son ADN a été retrouvé par les enquêteurs. Lui estime avoir déjà manipulé cet objet, mais pas sur place, et qu'il l'avait donné à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, il a toujours nié être le chef du groupe des Zouaves et le meneur de cette attaque du Saint-Sauveur. D'autres éléments permettent quand même de le rattacher à cette attaque, notamment un SMS où il félicite ses soldats pour cette attaque. Là encore, lui dit qu'il peut féliciter des amis pour une action sans être sur place, sauf qu'on retrouve également trace d'un autre message à ses troupes, entre guillemets, avant l'attaque, où il demande bien à tout le monde d'éteindre son portable pour justement éviter un bornage téléphonique. Et on voit là justement tout un préparatif et également déjà des éléments qui permettent de comprendre que c'est un groupuscule qui est rodé aux techniques d'enquête des policiers, puisqu'ils veulent éviter justement d'être repérés sur place par leur téléphone. Florian Loisy, au moment où Marc de Caqueret-Valmeunier comparaît pour cette attaque du Saint-Sauveur, est-ce qu'il a déjà eu des démêlés judiciaires par le passé ? Alors oui, c'est quelqu'un qui, lors des toutes premières manifestations des Gilets jaunes, avait été arrêté pour le saccage de l'Arc de Triomphe notamment. Il avait été reconnu sur des photos et des vidéos. Il a notamment pris 6 mois avec sursis pour cet acte, c'est-à-dire qu'il ne fait pas ces 6 mois de prison, mais qu'en revanche, en cas de récidive, il peut aller 6 mois derrière les barreaux. Gwenaëlle Bourdon, à quoi ressemble Marc de Caqueret physiquement ? Alors, il faut préciser qu'on n'a pas pu le rencontrer, donc on se fonde sur des photos et sur des témoignages. C'est un jeune homme qui a les cheveux courts, qui n'a pas de barbe, qui fait plutôt propre sur lui et surtout qui impressionne par sa carrure. Il fait beaucoup de musculation, beaucoup de sports de combat. Plusieurs témoins utilisent la même expression, il a des bras comme des cuisses.
Gwenaëlle Bourdon, vous vous êtes intéressée au parcours de Marc de Cacqueret dans le cadre d'un portrait pour Le Parisien avec Florian Loisy et Jean-Michel Descugis. Qu'est-ce qu'on sait de sa famille ? La famille de Cacqueret-Valmeunier, c'est une vieille famille aristocratique qui a de multiples branches dans diverses régions françaises. Et on y trouve quelques personnalités, un abbé traditionnaliste ou encore un ancien candidat du Rassemblement national au Mans. Si on s'intéresse au cercle familial un peu plus proche de Marc de Cacqueret-Valmeunier, c'est une famille qui ne fait pas parler d'elle dans la commune où elle habite. C'est une famille réputée très catholique, traditionnaliste, un voisin dit même presque intégriste, dont les filles ont été scolarisées dans un établissement privé tenu par des sœurs apostoliques dominicaines. Marc de Cacqueret affiche un parcours scolaire exemplaire. Oui, c'est en tout cas ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Après le baccalauréat, il dit avoir étudié en classe préparatoire. Et puis, il est ensuite allé dans une école de management à Reims. Sur le réseau professionnel LinkedIn, on le voit très sérieux, en chemise blanche et cravate. Il se dit passionné de ressources humaines et il indique avoir occupé 2 emplois relativement courts dans 2 grands groupes. Gwenaëlle Bourdon, vous entrez en contact avec des antifascistes qui surveillent Marc de Cacqueret et les Zouaves Paris de très près depuis plusieurs années. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Quand on les interroge, ils disent que c'est un groupe qui est essentiellement connu pour ses actions violentes, pas connu pour distribuer des tracts. Ce qu'ils racontent aussi, ces militants antifa, c'est qu'ils ont assez vite vu émerger la figure de Marc de Cacqueret-Valmeunier et ils l'ont vu émerger dans des manifestations de l'Action française, qui est un très ancien mouvement royaliste, antisémite. Et s'ils l'ont remarqué, c'est parce qu'en fait, il avait un look qui détonnait. C'était des manifs où les jeunes étaient vêtus de façon plutôt classique. Et lui, il avait le look de supporter ou de hooligan, avec basket et un certain nombre de marques de sport. Donc, il l'avait assez vite repéré. Sur les réseaux sociaux, Marc de Cacqueret-Valmeunier utilise un pseudo, Marc Assin. Et sur son profil Instagram, il se qualifie de straight edge. Qu'est-ce que ça signifie ? Le marcassin, c'est une référence au sanglier qui est l'animal fétiche du mouvement des identitaires. Et straight edge, c'est en fait le nom que se donnaient ceux qui, au sein du mouvement punk hardcore, refusaient de prendre de la drogue ou de l'alcool. Marc de Cacqueret-Valmeunier, il adopte souvent une posture sur les photos, bras en croix, les mains près des épaules. Et c'est une posture qui a aussi cette signification-là. À travers ses posts, on sait aussi qu'il s'est rendu au moins 2 fois à l'étranger, d'abord en Ukraine en 2019, puis en Azerbaïdjan à l'automne 2020. En octobre 2020, il est allé au Haut-Karabakh, c'est une province sécessionniste de l'Azerbaïdjan, où il dit avoir rejoint des combattants chrétiens arméniens. Et il a notamment posté une photo qui a beaucoup circulé de lui en tenue de combat, avec un fusil d'assaut en main, et sur la poitrine, un écusson tête de mort, qui est une référence directe à la division SS Totenkopf. 1 an auparavant, il est allé en Ukraine, où il a participé à une compétition de kickboxing. Mais à cette occasion-là, il a aussi fait étape dans des camps d'entraînement du régiment Azov, qui est un bataillon qui se revendique néo-nazi. Florian Loisy, vous essayez d'entrer en contact avec plusieurs membres des Zouaves. Un seul accepte de vous répondre sous couvert d'anonymat. Qu'est-ce qu'il vous dit sur Marc de Cacqueret-Valmeunier ? Son charisme et sa carrure sont les 2 choses qui nous sont décrites immédiatement par ce zouave. Il l'a vu effectivement s'épaissir et s'étoffer physiquement au fur et à mesure des 2-3 ans qu'il a passé à ses côtés. Lui nous dit clairement qu'il n'a même pas besoin d'être en groupe pour se mettre à aller frapper des gens. Il est là en fait pour défendre sa religion face aux autres religions. Lorsqu'il se retrouve, par exemple, dans le métro, il peut se mettre à fixer quelqu'un qui est d'origine arabe. Si cette personne en face ne baisse pas les yeux, il sortira à la même sortie que lui du métro pour lui proposer un tête-à-tête et se battre avec lui. Est-ce que pour autant cette personne confirme que Marc de Cacqueret est bien le leader des Zouaves ? Il refuse de nous répondre à cette question parce que, judiciairement parlant, cela pourrait entraîner davantage de poursuites pour Marc de Cacqueret-Valmeunier. Mais par les éléments de réponse, justement, on sent un culte un petit peu de la personne Marc de Cacqueret-Valmeunier.
Le jugement pour les violences au bar Saint-Sauveur est attendu pour le mois de janvier 2022. On en revient au début de cet épisode. Florian Loisy, les violences au meeting d'Éric Zemmour le 5 décembre. Sur des images amateurs, plusieurs médias reconnaissent Marc de Cacqueret en train de s'en prendre à ses militants antiracistes et de l'ultra-gauche dans la salle. Est-ce que l'équipe du candidat savait que des membres des Zouaves étaient présents dans ce meeting ? Alors ils savaient qu'ils étaient là, en revanche, officiellement en tout cas, ils n'étaient pas là pour assurer un service d'ordre ou de sécurité, même si on sait qu'il y a des liens, il n'y a vraiment rien et aucune preuve factuelle qui peut relier les Zouaves à Éric Zemmour. D'ailleurs, Éric Zemmour, après cette action violente, a condamné effectivement l'attaque de militants d'ultra-gauche dans ce meeting. Marc de Cacqueret-Valmeunier est interpellé quelques jours plus tard avec un autre membre du groupuscule, un jeune homme de 18 ans. Le 12 décembre, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, fait une annonce sur RTL. J'ai engagé la procédure de dissolution de ce groupement de faits que sont les Zouaves, je mets des guillemets, qui est un groupe de personnes qui vient soit du GUD, soit de l'Action française, c'est-à-dire de mouvements d'ultra-droite bien connus. Nous sommes dans une république qui accepte évidemment les éléments de l'état de droit. Si le contradictoire nous donne raison, en tout cas si nous pensons que nous avons raison, nous irons dissoudre ce groupement fait en Conseil des ministres. Et le Conseil d'État, je l'espère, une nouvelle fois nous donnera raison. Et le 5 janvier, le groupuscule Zouaves Paris est officiellement dissous par décret en Conseil des ministres. Que dit ce décret ? Alors ce décret va notamment détailler les agissements qu'on reproche au groupe des Zouaves Paris. Donc ce sont des bagarres de rue, des appels à s'en prendre à la vermine gauchiste dans les universités parisiennes, des attaques de supporters algériens et de multiples références sur les réseaux sociaux à des mouvements racistes tels que le Ku Klux Klan ou encore à des dignitaires du Troisième Reich. Et puis le décret dit que ce groupuscule désigne aussi ouvertement l'immigration comme un danger auquel il convient de faire la guerre. Jean-Michel Descugis, qu'est-ce que ça signifie de dissoudre ce groupe concrètement ? Les Zouaves, ils n'avaient pas de statut, ils n'étaient pas en association, contrairement à d'autres mouvements de l'ultra-droite, mais c'était un groupement de fait. Ça veut dire qu'en théorie, ils ne peuvent plus mener des activités ou mener des actions au nom des Zouaves. Gwenaëlle Bourdon, le 20 janvier, Marc de Cacqueret-Valmeunier est incarcéré. La justice lui reproche d'avoir violé son contrôle judiciaire en participant à une manifestation anti-pass sanitaire qui était organisée le 15 janvier à Paris. Or, il avait été placé sous contrôle judiciaire après les violences qui ont eu lieu lors du meeting d'Éric Zemmour à Villepinte en décembre. Et il avait donc, depuis cette date, l'interdiction de participer à un rassemblement. Le lendemain, le tribunal correctionnel rend son jugement dans l'affaire de l'attaque du bar Saint-Sauveur. Marc de Cacqueret-Valmeunier est condamné à 1 an de prison ferme. Gwenaëlle Bourdon, avec Florian Loisy, vous vous rendez dans les Hauts-de-Seine pour tenter de recueillir une réaction de sa famille. On se rend au domicile de ses parents. On va frapper à leur porte, tout simplement. C'est son père qui nous ouvre et qui manifestement se dit très éprouvé par tout ce qui se passe et qui refusera de nous parler. Marc de Cacqueret-Valmeunier est en prison. Les Zouaves Paris n'ont plus le droit d'exister de fait, mais ses membres continuent de se parler discrètement. Certes, c'est discret, mais c'est simplement parce qu'ils sont sur leur groupe de discussion sur WhatsApp ou sur Telegram. Et effectivement, le Zouave qui acceptait de nous parler nous dit que clairement, ça ne change absolument rien. Certes, ils ont perdu un de leurs membres, qui était quand même quelqu'un qui animait pas mal cette discussion, mais cela ne change absolument rien pour eux. Et comme ils me le disent, poster leurs photos de la même façon, ça ne pose aucun problème. Jean-Michel Descugis, ça semble aujourd'hui impossible de réellement faire disparaître tous ces groupuscules comme les Zouaves à l'ultra-droite ? Oui, parce que peu importe le nom, ce qui est important pour ces groupuscules, c'est l'héritage. Vous pouvez dissoudre un groupe, mais il va se reconstituer. Certains membres vont se retrouver dans d'autres. Le seul truc intéressant quand même, c'est que ça désorganise un peu ces groupes-là, parce que quand ils ont l'habitude de se retrouver dans un endroit, c'est plus possible, parce que évidemment ces endroits-là sont connus par les services de renseignement, mais depuis des décennies, il y a des dissolutions, et le GUD a été dissous, mais il s'est reconstitué dans les Zouaves, dans la génération identitaire, puis ceux-là ont été dissous, et puis ils se sont reconstitués dans d'autres groupes. C'est sans fin.
Merci Gwenaëlle Bourdon, Florian Loisy et Jean-Michel Descugis. Jean-Michel, je rappelle que vous avez coécrit un livre sur les mouvements d'ultra-droite, La Poudrière, c'est publié chez Grasset. Cet épisode a été produit par Thomas Valogne, Clara Garnier-Amouroux et Sarah Amni. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Et puis si vous aimez Code Source et que vous voulez nous le dire ou simplement nous laisser un commentaire, n'hésitez pas à nous écrire codesource@leparisien.fr.